J'aimerais poser une question justement pour entamer un peu ce chapitre sur l'armée, mais une question peut-être pas prévue, mais qui me vient comme ça. Vous dites tous les deux qu'aujourd'hui, chacun à sa manière, que de toute façon l'armée s'est mise en avant, elle est là, donc elle fait des communiqués, elle souhaite un dialogue, et en même temps, quand on appelle au dialogue, on veut que ça soit avec le pouvoir civil. Je le dis comme ça à chacun. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait un dialogue, si jamais il y a un dialogue, entre d'éventuels représentants du mouvement populaire ou du Hirak et directement l'armée? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre eux? Est-ce qu'un jour, il faudrait qu'il y ait un dialogue entre les vrais tenants du pouvoir, c'est les militaires, et des représentants du Hirak? Pourquoi faire la courbette et passer par, par le pouvoir civil? Évidemment, la différence entre Silmajid et moi, c'est que Silmajid est plein d'enthousiasme, mais il a plutôt un langage politique et militant, un peu passionné. Moi, j'essaie d'avoir posé un regard froid sur les choses. C'est différent. Ce regard froid, donc, est-ce qu'il va y avoir un dialogue entre l'armée et le Hirak? Et bien sûr, mais à condition que le Hirak excrète des courants, des idées, des partis, des personnalités. Ah, sinon, avec qui discuter? Par contre, pour l'armée, il y a beaucoup de choses à dire. L'armée, même si elle a une volonté de dialogue avec le Hirak ou avec des personnalités politiques, je vais le dire, elle s'y prend très très mal. L'armée ne soigne pas son image ni intérieure ni extérieure. Et là, si je dois aujourd'hui donner un conseil, c'est que l'image de l'armée, celle donnée à l'extérieur et celle donnée à l'intérieur, doit être peaufinée parce que c'est une très grande bataille de communication. C'est une bataille psychologique également. L'armée doit maintenant apprendre à communiquer. Il faut que, parce que nous sommes dans une situation, ce n'est pas une situation de guerre, mais une situation extrêmement compliquée. Et l'armée doit pouvoir communiquer non seulement vers le peuple de manière horizontale et arrêter définitivement la communication verticale. Il n'y a pas une armée qui commande et un peuple qui obéit. Ça, il faut définitivement mettre à bas ce type de paradigme. Donc il faut que l'armée prenne conscience qu'elle est observée de partout, qu'elle change sa façon de communiquer avec le monde extérieur, qu'elle présente des gens qui communiquent en français, en arabe, en tamazight et en anglais. Parce qu'il y va de l'image du pays et de l'armée. Très bien. Je vous pose la question, parce que certains vous diront que non, l'armée doit rester, doit retourner dans les casernes, on n'a rien à faire, mais en même temps, vous dites qu'elle tient le pouvoir. Alors vous, M. Michel, vous pensez quoi? L'analyse du rôle de l'armée aujourd'hui revient à analyser la place de l'armée dans le système politique en Algérie. L'armée, et je veux dire, comme toujours, chaque fois que je parlerai d'armée, le commandement militaire, ou aujourd'hui assez clairement l'état-major, est au centre du pouvoir. C'est la colonne vertébrale du pouvoir. Alors, la première conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que c'est l'armée qui a fait les rois, c'est l'armée qui a fait le système, c'est l'armée qui a ramené Bouteflika et tous les autres présidents de la République avant lui. Et par conséquent, lorsque l'armée déclare, comme elle le déclare toujours, je ne fais pas de politique, l'armée ne parle pas de la réalité politique du pays. Aujourd'hui, elle est seule au devant de la scène en termes politiques. Il y a d'un côté le soulèvement populaire qui n'est pas dans le système, qui demande au contraire le rejet du système, et il y a l'armée qui porte le système, surtout en temps de crise. Dans ces conditions, le verbe selon lequel, le discours selon lequel je ne fais pas de politique, je ne désigne pas de représentants ou d'interlocuteurs pour représenter le commandement militaire, est une manière de dégager en touche, comme elle a toujours fait. L'armée a toujours dit « je n'interviens pas dans les élections ». Et pourtant, elle les fait, puisqu'elle fait les rois et tout le monde le sait. Donc, elle maintient une fiction politique. C'est grave, parce que nous sommes dans une crise politique de l'État et du système politique qui peut avoir demain, heureusement qu'il y a le pacifisme du soulèvement populaire qui empêche des dérives, cette manière de dégager en touche, de ne pas s'impliquer dans un système que pourtant le commandement militaire domine, est une mauvaise manière de régler le problème. Au contraire, il faut appeler l'armée à
au cas où elle ne veut pas apparaître elle-même comme l'interlocuteur direct de ceux qui réclament la fin du système, désigner des gens en qui elle a confiance, pourvu, dit le soulèvement populaire, qu'ils soient crédibles et qu'ils soient des interlocuteurs valables pour le soulèvement actuellement, populaire. ce qu'elle tient, je reviendrai un peu sur l'armée d'aujourd'hui, mais juste en quelques mots, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'en faisant ce qu'elle fait, l'armée joue son rôle constitutionnel ou pas? Est-ce qu'elle reste dans la constitutionnalité? La Constitution, chacun sait, le système politique algérien l'a trituré à tout va à chaque fois qu'il l'a voulu. Et puis, cette deuxième idée qui traîne dans certains milieux qui ne connaissent rien au droit, même lorsqu'ils sont des enseignants dans cette matière, selon laquelle on peut appliquer tel article et pas tel autre, au choix, une espèce de tchouk-tchouk constitutionnel. Ça n'existe pas. Ça veut dire triturer une constitution. Ça veut dire ne pas respecter une constitution. C'est donc des faux fuyants constitutionnels. Ah, moi, je veux tenir à la Constitution. Mais ils l'ont eux-mêmes piétiné pendant des années à chaque moment. Dernièrement, lorsque le président Bouteflika avait annulé les élections, c'est anticonstitutionnel. Alors, qu'est-ce qu'on vient raconter à propos de la Constitution pour trouver un subterfuge et ne pas avancer directement vers une transition démocratique qui est réclamée par les populations? Aujourd'hui, si on faisait une comparaison entre l'armée des années 90, vous disiez tout à l'heure que l'armée a perdu, ou du moins la bataille au niveau de la communication. Il y a une différence aujourd'hui entre l'armée de 2019, l'état-major Gaïd Salah, et l'armée de 90. On parlait de Khalilzad tout à l'heure. Bien sûr, c'est une différence fondamentale. L'armée de 1999, quand on dit l'armée, c'était une poignée de généraux qui agissaient comme une junte. Ils étaient une quinzaine. Dans la période de Bouteflika, il y a, paraît-il, le chiffre peut-être revu, il y a, paraît-il, 750 généraux entre les actifs et les retraités. L'armée d'aujourd'hui, je dirais même l'armée de Gaïd Salah, est une armée visible, est une armée qui est comptable de ses paroles et de ses actes. Ce n'est pas une armée qui arrête à minuit, c'est une armée qui arrête et qui montre des accusés qui gravissent les escaliers, les marches d'un tribunal. Donc c'est une chose fondamentalement différente. Donc la différence fondamentale, c'est qu'il y a un commandement militaire qui agit de manière transparente et de manière consensuelle. Et quand c'est comme ça aussi, en temps de crise, je crois que c'est Majida qui l'a dit tout à l'heure, en temps de crise, le risque le plus grave, c'est qu'il y ait atteinte à la cohésion et à l'unité du haut commandement militaire. Et c'est, à mon avis, ce que le haut commandement craint, notamment l'état-major, craint par-dessus tout, qu'il y ait des failles au niveau du commandement militaire. Mais en même temps, vous le disiez tout à l'heure, vous avez dit que l'état-major, notamment Gaïd Salah, tient beaucoup à l'article 102. Finalement, parce qu'il a peur pour lui, il a peur que les autres prennent le pouvoir et tout à fait. Ce qu'il leur a fait. Tout à fait. Gaïd Salah, son rôle, c'est d'apparaître comme un militaire qui respecte la Constitution jusqu'au bout. C'est quand même très paradoxal que dans un pays, le peuple réclame la mise à bas de la Constitution et que l'armée dise « non, moi je tiens à la Constitution ». Mais pourquoi? Tout simplement parce que le haut commandement, et Gaïd Salah en particulier, s'ils descendent de cette monture qu'est la Constitution, et notamment l'article 102, qui doit être poursuivi jusqu'à la fin du cycle, c'est comme s'ils perdaient la main sur les événements. J'allais dire, c'est comme s'il perdait son atout maître pour suivre la situation. Et je suis intimement convaincu que la solution politique viendra d'elle-même lorsque la solution constitutionnelle arrivera à son terme, c'est-à-dire, je crois que c'est le 9 juillet, c'est ça? Le 9 juillet. Voilà. Donc c'est une façon de dire, moi je respecte la Constitution jusqu'au bout, arrivera le moment où je passerai à la politique.